cette présentation, globalement, va s'orchestrer à travers les points suivants. Donc, on va revenir très rapidement sur les stéroïdes. On va s'intéresser plus à des aspects de nomenclature et aussi à des aspects structure. On verra deux préparations de stéroïdes, donc une préparation concernant la synthèse de l'estrone racémique. On verra un petit peu comment on peut augmenter le scoop de cette synthèse via un aspect synthèse énantiosélective. Et on verra aussi tout ce qui concerne la synthèse de la cortisone, en particulier la stratégie qu'avait mis au point il y a quand même quelques années maintenant le groupe de Gilbert Stork, avec une synthèse qui est intéressante du point de vue de la chimie médicinale. Et ensuite, nous examinerons ensemble tout ce qui concerne les fonctionnalisations qui vont être spécifiques et sélectives des différentes positions de ces structures tétracycliques. Et enfin, nous finirons par une très courte conclusion concernant un petit peu ce qu'on va voir ensemble maintenant. Alors, si je reviens sur les stéroïdes, eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire sur les stéroïdes? Eh bien, ce sont des structures qui sont tétracycliques. Ici, vous avez la structure de base carbonée. Donc, vous avez trois cycles A, B, C qui sont des cycles cyclohexanes et un cycle D qui est un cyclopentane. Donc, quand on regarde maintenant cette structure dans l'espace, on voit une chose qui est importante, hein, c'est qu'au niveau des jonctions des cycles AB, BC et D et CD, eh bien, vous avez une jonction de cycle qui est trans. Caractéristique qu'ont les stéroïdes au niveau de cette jonction, c'est d'avoir des systèmes trans-antitrans. Alors, si on regarde les stéroïdes qu'on trouve dans la nature, il faut quand même signaler qu'il y a une grande famille de stéroïdes qui ont au niveau de la jonction AB, non pas une jonction trans, mais une jonction cis. Hein. Ce sont tous les composés de la famille de l'acide cholique. Alors, en termes de numérotation, c'est des choses qu'on aura besoin lors de ce séminaire. On a mis ici sur le cholestérol les numérotations des différentes positions. Donc, on commence la numérotation avec ce carbone qui est ici. Donc, globalement, ce qui sera vraiment important à retenir, c'est la numérotation 3 ici. En général, on a une fonction oxygénée. Et sur le cycle D, vous avez la position 17, où on peut avoir une fonction oxygénée ou, comme ici dans le cas du cholestérol, une chaîne latérale carbonée. Alors, au niveau des stéroïdes, et dans le temps qui nous est imparti pour ce séminaire qui va durer à peu près 45 minutes, on verra la chimie de ces composés à travers deux grandes familles, dont une famille où vous avez ici pour le cycle A un système aromatique. Donc, on reviendra un petit peu sur les grandes réactions en chimie aromatique, en particulier, bien sûr, tout ce qui est substitution électrophile aromatique. Et on examinera sur une autre famille où on aura un cycle A qui sera non aromatique, souvent avec cette cétone alpha-bêta insaturée. Et ici, on a souhaité représenter un stéroïde qui est très important, puisque c'est la cortisone, qui en position 11 a une fonction oxygénée, ici un carbonyle de cétone, vous pouvez avoir aussi l'hydrocortisone avec une fonction alcool, toujours dans cette position 11. Alors, en termes de synthèse maintenant, eh bien, on va s'intéresser à une synthèse qui est très importante, hein, qui a eu des applications industrielles, qui est la synthèse de l'estrone. Alors, cette approche qu'on va voir concernant la synthèse de l'estrone, on la doit à un chimiste russe qui a eu une contribution très importante dans cette chimie des stéroïdes, hein, c'est Igor Torgov, qui a, disons, publié un certain nombre de voies de synthèse qui sont particulièrement intéressantes, efficaces, rapides, comme on va voir le voir ici. Donc, ce qu'on a souhaité vous présenter concernant ces travaux de ce chimiste russe, c'est la synthèse de l'estrone, et on va voir un petit peu comment, en quelque sorte, très récemment, elle a été, disons, modernisée de telle manière à pouvoir faire des synthèses qui seront maintenant énantiosélectives. Alors, la synthèse de Torgomans avec cette brique, hein, qui est le système AB du futur stéroïde. Donc, on va partir d'une 6-méthoxy 1-tétralone. Donc, on va la traiter par ce vinyle grignard qui va conduire de manière très efficacement à cet alcool qui est un alcool allylique tertiaire. Et cet alcool va être traité par l'anion de la méthyle 2 cyclopentane dione 1,3. Donc, on va utiliser ici le triton B. Alors, le triton B, c'est une base organique, hein, avec ici l'ion hydroxyde qui va venir arracher cet hydrogène qui a un caractère relativement acide, hein, puisqu'on est dans des pKa qui sont de l'ordre de 10-11.
Donc on va faire l'anion, et l'anion va venir attaquer cette double liaison terminale, on va avoir basculement de la liaison et départ nucléofuge de l'ion H-, donc on est bien dans une réaction catalysée. Alors, quelquefois à tort, on parle de réaction type Michael. Bien sûr, ce n'est pas une réaction de type Michael, c'est une réaction de type SN2', ou alors quelquefois on l'appelle condensation de Torgov. Alors on va obtenir maintenant cette dione, et cette dione, eh bien, tout simplement, elle va être traitée en milieu acide avec de l'acide paratolène sulfonique. Alors une première chose qui va avoir lieu, c'est qu'on va avoir une isomérisation de cette double liaison qui est exocyclique en double liaison endocyclique. On va obtenir cet intermédiaire et on aura une protonation de cet oxygène pour conduire ici à cet oxonium, et on est prêt maintenant pour faire ce qu'on appelle une réaction de carbocyclisation de type Prince, c'est-à-dire que cette double liaison va venir attaquer le carbone de l'oxonium pour former cette liaison carbone-carbone, et de manière concomitante, eh bien, on va former ici un carbocation qui est très stable, puisque c'est un carbocation qui est tertiaire et benzylique. On a une élimination d'un ion H+, une élimination d'une molécule d'eau, et on va obtenir un intermédiaire qui est clé, hein, qui est souvent appelé le diène de Torgov. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on fait pour arriver à l'estrone? J'ai dû sauter un transparent, excusez-moi. On va faire la chose suivante. On va faire d'abord une hydrogénation qui va être chimiosélective, puisqu'on a deux doubles liaisons, une double liaison tétrasubstituée et une double liaison trisubstituée. Donc dans des conditions d'hydrogénation un petit peu particulières, parce que comme vous pouvez le voir, on travaille à 0 degré, eh bien, on va avoir une réaction d'hydrogénation qui va être chimiosélective pour cette double liaison trisubstituée et qui sera diastérosélective. Alors pourquoi? Parce que ici, vous avez ce méthyle angulaire qui est le méthyle 18, hein, et qui va en quelque sorte bloquer la face qui est devant vous, donc on appelle la face bêta, et l'hydrogénation va avoir lieu par la face qui est derrière, c'est-à-dire la face alpha, et on va obtenir de manière totalement diastérosélective eh bien, ce premier diastéréoisomère, avec bien sûr la jonction DC trans. Et ensuite arrive une deuxième étape qui va permettre de réduire cette double liaison entre le cycle B et le cycle C. Et pour ça, on va utiliser la chimie des hydrosilane. Alors, il faut savoir que les hydrosilane, ce sont de manière générale de piètres nucléophiles, mais si en face, ils ont des électrophiles qui sont très réactifs, c'est-à-dire des carbocations ou des oxoniums, eh bien, on va pouvoir avoir, comme on le verra à plusieurs reprises, une réaction de réduction. Ce qui est le cas ici. Donc, on travaille avec le triéthylsilane. On est en présence d'un acide fort, l'acide trifluoroacétique. Donc la première opération, ce sera ici de protoner cette double liaison pour reformer le carbocation tertiaire benzylique qu'on a eu, donc très stable. Et on voit ici qu'on va former une relation anti entre ces hydrogènes de telle manière à avoir par la suite le système trans-antitrans. Et une fois que ce carbocation est formé, eh bien, le, le triéthylsilane va arriver là aussi par la face la moins encombrée, c'est-à-dire la face alpha, et on va introduire l'hydrogène dans la position 9 ici, avec la bonne jonction de cycle. Et là, on voit très bien le côté trans-antitrans. La dernière étape, eh bien, c'est juste une réaction de coupure de l'éther méthoxique ici. Donc là, on a choisi de parler des conditions qui sont très classiques avec BBR3, mais il y a d'autres choses dans la littérature. Alors, comme on peut le voir, c'est une synthèse qui est quand même très intéressante. Alors, le problème qui manque, eh bien, c'est l'aspect chiralité. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde cet intermédiaire, qu'est-ce qu'on peut voir? Eh bien, on peut voir que c'est une molécule qui est achirale, mais ici, elle a un carbone qui est pré-stérogénique. C'est-à-dire qu'en utilisant ce type d'acide de Bronsted, qui sont des acides chiro, eh bien, on va pouvoir faire une chose qui est intéressante et qui est importante. On va pouvoir faire une désymétrisation par protonation de cet oxygène ici qui est pro-air, de telle manière à avoir ici eh bien, l'apparition d'un centre stérogène qui a la bonne configuration souhaitée, qui est une configuration S. Alors là aussi, on va avoir dans un premier temps migration de la double liaison exo en double liaison endo, donc on a notre intermédiaire, et il y a juste à faire la carbocyclisation de Prince qu'on a vu précédemment, qui va permettre d'obtenir ce diène de Torgov. Alors, comme vous pouvez le voir, eh bien, ici, on a une réaction
qui donne un rendement qui est quand même très élevé, puisqu'après une première recristallisation, on a un rendement qui est quasiment de 90%. L'auteur de ces travaux a travaillé à l'échelle de 2 grammes, et ce qui est vraiment, disons, très important à noter, bien sûr, c'est le rapport énantiomérique qui est vraiment excellent. Alors, ces travaux sont dus à l'équipe de Benjamin List, qui a développé ces acides de Brønsted-Quireau. Donc, ce sont des acides de Brønsted-Quireau qui sont basés sur des composés de chiralité axiale, avec ici ce motif disulfonyle-imide, qui sont des composés ou des fonctions chimiques qui sont très acides. Si on regarde un peu les tables contenues des groupements électroattracteurs qui sont sur la charpente organique, on a des pKa qui sont de l'ordre de -1, -2. Alors vous avez les conditions opératoires qui sont utilisées. Alors on peut très bien imaginer qu'on peut, disons, encore améliorer les conditions opératoires pour éventuellement monter cette réaction en échelle. Alors c'est quelque chose qui est important, qui a été résolu donc par Benjamin List il y a que quelques années, et c'est des choses qui avaient été étudiées il y a à peu près une trentaine d'années par les chimistes de chez Schering, qui avaient passé pas mal de temps à trouver un acide de Brønsted chiral pour faire l'opération qu'on vient de voir ensemble. Mais d'une manière générale, ils avaient obtenu des excès énantiomériques relativement modestes. Ils plafonnaient à 70%. Et pour eux, cette réaction était clé, puisque dans les années 80, Schering préparait entre 5 et 8 tonnes de stéroïdes selon l'approche de Torgov. Donc là, on peut imaginer que ça va être un deuxième départ pour cette approche de Torgov. Et pour conclure sur cette méthode, on peut reprendre un exemple qui est intéressant dans la littérature, qui est l'exemple du désogestrel, qui est cette molécule, donc c'est un stéroïde un petit peu particulier. Et ce qui est intéressant, c'est ici, vous n'avez pas de méthyle, qui est le méthyle 18 sur le carbone 13, mais vous avez un groupement éthyle. Donc ça pose un problème en termes de synthèse, puisque beaucoup de synthèses de stéroïdes à l'heure actuelle sont faites en utilisant un produit de départ qui sont des phytostéroïdes obtenus, qui sont biosourcés. Et là, en fin de compte, eh bien, on pourrait imaginer utiliser l'approche de Torgov en utilisant cette dione, non pas ici en position 2 avec un méthyle, mais avec un éthyle cette fois-ci, reprendre la synthèse, on l'a vu, éventuellement en ciré énantiomériquement pur, hydrogéner cette première double liaison de manière diastéréosélective. Et ici, pour arriver à avoir une fonctionnalisation en position 11, eh bien, ce qui a été fait dans la littérature, on va prendre ce composé, on va le mettre en milieu acide, et là, on va avoir une isomérisation de la double liaison endo en double liaison exo. Et ensuite, on a juste à faire une réaction d'hydroboration. Et comme tout à l'heure, eh bien, l'agent d'hydroboration va arriver par la face la moins encombrée, en opposition au groupement éthyle qui est en position 13, et on aura ici une réaction d'hydroboration qui sera totalement diastéréosélective, après bien sûr traitement du borane intermédiaire par H2O2 et NaOH, quelque chose qui est classique. Alors vous allez me dire, c'est pas important cette réaction diastéréosélective, puisqu'à la fin on a besoin d'une double liaison qui est exocyclique, mais ça peut permettre aussi de faire donc d'autres pharmacomodulations. Et ensuite, le noyau aromatique va être réduit de telle manière à obtenir ce motif A de type cyclohexène. Alors, pour des raisons de temps, on ne va pas pouvoir aborder toutes ces réductions de type Birch qui permettent de passer d'un système aromatique à un système non aromatique, qui sont très utilisées dans la littérature, ou l'inverse, qui sont les réactions d'aromatisation pour obtenir au niveau du cycle A un cycle aromatique. Ça pourrait d'ailleurs être l'occasion d'un prochain webinaire. Alors, on vient de voir l'approche de Torgov qui, disons, a été utilisée industriellement. Alors, on va voir quelque chose maintenant qui concerne une synthèse qui a été développée il y a pas mal de temps, là aussi, par l'équipe de Stork, et qui a été très bien illustrée sur la synthèse énantiosélective de la plus cortisone. Alors, il faut savoir que la cortisone, c'est un stéroïde qui est très important, c'est un agent anti-inflammatoire. Ça a été un des premiers stéroïdes qui a été développé dès les années 50, et souvent, quand on parle des années 50 pour les stéroïdes, c'est quand même l'âge d'or de cette famille d'agents thérapeutiques. Alors la cortisone a été synthétisée en 1951 par Woodward en 47 étapes, et des auteurs japonais ont repris un petit peu la stratégie qu'on va voir de Gilbert Stork, et ce qui leur a permis d'avoir une synthèse de la cortisone en 18 étapes. Alors, le problème de la cortisone, c'est comment introduire ici cette fonction oxygénée en position 11, et on va voir à travers
un exemple qui concerne la cétotestostérone, comment Stork a pu de manière très élégante et très efficace solutionner pas mal de problèmes, comme on va le voir ensemble. Alors, au niveau de la synthèse de Stork, qui est une synthèse qui est souvent utilisée en chimie médicinale, donc c'est une synthèse de paillasse qui permet eh bien, de synthétiser des dérivés pour faire tout ce qui est études, structure, activité dans ce domaine, elle s'orchestre de façon suivante. Donc, on va partir de ce système de type indane. Donc, l'indane représente en quelque sorte le cycle C et le cycle D du stéroïde final. Alors, ce type d'indane peut être obtenu soit par synthèse chimique, soit racémique, soit de façon énantiosélective, ou alors de manière chirale par dégradation d'un stéroïde naturel. Donc il y a tout un tas de possibilités pour avoir ce précurseur. Alors, dans la synthèse ou l'approche de Stork, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On prend ce composé qui est un cétoacide, on va le traiter par un excès d'isopropényl lithium. Donc ce lithien va réagir avec la fonction acide carboxylique pour conduire à cette alpha-méthylène cétone. Et ensuite aussi, ce lithien va réagir sur le carbone du carbonyle pour obtenir cet alcool allylique tertiaire. Alors, le premier problème qu'a eu à faire face Stork, c'est la régiosélectivité au niveau de cette déshydratation, puisque, comme on va le voir, ce qui va suivre, c'est une réaction de cycloaddition de type disadlaire intramoléculaire. Il faut avoir ce diène. On a déjà le diénophile. Et bien sûr, si la déshydratation se fait en position 11-12, n'a pas de cyclisation, il faut effectivement qu'elle se fasse en position 11-9. Donc il a passé pas mal de temps à étudier cette réaction et il a trouvé une très très bonne solution, c'est faire une réaction de déshydratation à l'aide du sel de Burgess, qui va conduire avec une excellente régiosélectivité à ce diène. Alors, ce sel de Burgess, c'est un composé qui peut faire pas mal de choses, et ça avait été le sujet de la lettre scientifique Atlanchine Pharma numéro 3. Et comme toutes les lettres scientifiques, hein, je vous rappelle qu'elles sont en accès libre, bien sûr, sur notre site. Alors, le diène est en main, on a le diénophile, eh bien, Stork va enchaîner directement une réaction de cyclisation intramoléculaire de type 2 plus 4, c'est-à-dire une réaction de Disadler, catalysée par un acide de Brochet, donc à 0 degré, et on va avoir un mode endo quasi exclusif pour cette réaction de Disadler. Alors, qu'est-ce que ça amène? Ça amène énormément de choses, et il y a énormément de choses qui sont faites en une étape. Première chose, on a construit le cycle B. Ensuite, on a ici construit un centre stéréogène chiral totalement contrôlé et qui est quaternaire. Et ça jamais très simple. La mauvaise nouvelle, c'est que pour cette stérochimie au niveau du carbone 9, compte tenu de l'approche, eh bien, on a la mauvaise stérochimie. Et vous allez voir que ce n'est pas important, puisque ensuite, on va faire une réaction de coupure par l'ozone, et cette réaction de coupure par l'ozone va en quelque sorte repositionner la fonction carbonyle là où elle était à l'origine, en position 11, mais on va libérer au niveau du centre stéréogène cette ramification qui se termine par une méthylcétone. Et ce qui est intéressant, c'est que comme ici on avait la mauvaise stéréochimie, et je vous rappelle que les stéroïdes aiment bien se mettre sous des jonctions de cycle trans-antitrans, et bien comme ce centre stéréogène de mauvaise configuration est en alpha d'un carbonyle, et bien dans des conditions basiques qui sont les conditions de protonisation, eh bien, on va avoir une réaction d'abord d'épimérisation. Une fois que la réaction d'épimérisation est totale, eh bien, on va pouvoir faire la réaction de protonisation, c'est-à-dire une réaction d'aldolisation suivie d'une réaction de déshydratation, et on va pouvoir obtenir en une seule étape eh bien, la construction de cet intermédiaire qui est l'intermédiaire de la 11 cétotestostérone. Vous voyez un petit peu la rapidité avec laquelle cette structure stéroïdique est synthétisée, et même si ce n'est pas des choses qu'on peut imaginer monter en échelle, c'est vraiment une stratégie qui est très intéressante au niveau de la chimie médicinale. Alors, ayant vu deux synthèses de stéroïdes, on va revenir un petit peu à des choses qu'on a pas mal pratiquées chez Atlanchine Pharma et qu'on va, je le rappelle, illustrer à travers des résultats clés de la littérature. C'est tout ce qui concerne la fonctionnalisation de ce squelette stéroïdique. Alors, on va voir un certain nombre de choses. Bien sûr, on ne va pas tout voir, mais on va voir ce qui nous a paru comme étant les éléments
les plus importants dans ce domaine. Alors, on va, disons, scinder cette partie en deux gros paragraphes. Un premier paragraphe où on va se focaliser sur tout ce qui est modification chimique lorsqu'on a un cycle A qui est non aromatique, ce qui va être le cas ici avec ce composé cétonique en position 3. Et là, on va reprendre des réactions qui sont bien connues et très utilisées dans la littérature. C'est ce qui concerne les bromations en milieu acide des cétones. Donc la bromation en milieu acide des cétones, eh bien, on obtient l'alpha-bromocétone correspondante. Donc là, on est comme solvant, on va prendre de l'acide acétique qui va favoriser la proportion d'énol et ces réactions-là eh bien, se font par bromation de l'énol, ce qui va conduire à l'acétone alpha-bromé ici. Et dans ce cas-là, on a une réaction qui est totalement régiosélective. On n'observe jamais la bromation en position 4. Ça veut dire que l'énol thermodynamique, eh bien, c'est l'énol qui se fait entre le carbone 3 et le carbone 2, avec des rendements qui sont excellents, et ça peut être monté en échelle. Et ensuite, va arriver une réaction de déshydrohalogénation. Alors là, ce sont des conditions qui sont très classiques, hein. D'une manière générale, on va utiliser des sels de lithium. Alors pourquoi il faut utiliser des sels de lithium? Eh bien, le lithium va agir un petit peu comme un acide de Lewis très modéré, qui va venir en quelque sorte faire une assistance électrophile au niveau du carbonyle, donc de l'oxygène de ce carbonyle. Et là, on va avoir une réaction thermique d'élimination de HBr, et l'HBr va être piégé par le carbonate de lithium. Et contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas le carbonate de lithium qui est venu arracher l'hydrogène ici pour former ces deux liaisons, mais c'est bien la libération de HBr qui est la première étape. D'où l'intérêt d'utiliser une base lithiée, hein, donc un carbonate lithié ici, de telle manière à augmenter la concentration en lithium et à piéger de manière efficace HBr. Et si vous ne faites pas ou si vous faites mal, eh bien vous vous retrouvez à chaud dans du DMF et vous risquez de faire des réarrangements de carbocation qui sont très favorables en milieu acide. Et si vous regardez ce papier qui a été publié par des industriels, c'est vraiment très très intéressant, toute l'étude qui a été faite, hein, et qui montre bien l'importance du carbonate de lithium. C'est vraiment un très joli travail qui permet de bien comprendre ce qu'il fait. Et cette réaction a été remontée en échelle puisque l'étude est faite sur des scale-up qui sont autour de 10 à 15 kg. Vous voyez, des choses qui sont quand même conséquentes. Alors maintenant, en termes de pharmacomodulation ou modification avec ces composés alpha-bromo ou cette cétone alpha-bêta insaturée, eh bien, si on souhaite déplacer ici le brome via des réactions de type SN2, c'est relativement délicat. Il y a très très peu d'exemples dans la littérature, hein. Il n'y a que des exemples avec des azotures et encore dans des conditions bien déterminées. Par contre, une fois qu'on a fait l'acétone alpha-bêta insaturée, eh bien là, on peut imaginer tout un tas de modifications en utilisant des réactifs nucléophiles et en faisant tout simplement des réactions de type Michael. Alors, une autre réaction de modification qui est très intéressante et qui est très typique de la chimie des stéroïdes, c'est la fonctionnalisation de ce méthyle en position 19. Alors, les modifications chimiques de CH3 dans des positions non activées, j'entends par position non activée un méthyle qui n'est pas sur une double liaison, donc un carbone de ce méthyle qui n'est pas allylique, c'est relativement difficile. Eh bien là, avec l'exemple que vous avez sous les yeux qu'on a souhaité vous présenter avec la prédénélone, eh bien qu'est-ce qu'on voit? On voit que d'une part, il faut avoir ici un système de type homoallylique. On va voir l'importance de ce système homoallylique et on va voir comment on va pouvoir transformer cette liaison carbone-hydrogène en alcool correspondant. Alors pour ça, la première chose qu'on fait, eh bien, on va activer la fonction alcool sous forme de tosylate et ensuite, on va faire une réaction de solvolyse en milieu basique. Alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, une fois que vous avez activé cette fonction alcool en position 3 par un tosylate, vous allez avoir soit l'eau, soit l'ion H- qui va venir attaquer le carbone 6, basculement de la liaison qui va attaquer le carbone 3 via un mécanisme de type SN2, et vous allez former ce motif cyclopropyle et avoir ici une fonction alcool en position 6. Alors là, c'est très intéressant parce que si vous souhaitez maintenant masquer à la fois cette double liaison et protéger en quelque sorte cette fonction alcool, bien vous pouvez faire la même chose, non pas dans un mélange avec de l'eau, mais par exemple avec du méthanol. Donc là, vous auriez un méthoxy. Et c'est vraiment
dans la chimie des stéroïdes une bonne façon de masquer ce motif alcool homoallylique au niveau des cycles AB. Alors maintenant, on va revenir un petit peu à ce qui nous intéresse. On va traiter maintenant cet alcool dans les conditions suivantes. Donc on prend du tétraacétate de plomb, on y additionne un initiateur de radicaux, et en l'occurrence un peroxyde de dibenzoïl, dans les conditions benzène à reflux avec du carbonate de calcium, et on va obtenir ce dérivé avec ce motif tétrahydropyrane. Et là, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va refaire la réaction de Volise en quelque sorte à l'envers. On va se placer dans de l'acide acétique, on va utiliser comme acide un acide de Lewis, en l'occurrence de l'éthérate de BF3, qui va venir activer cet oxygène, et vous allez avoir l'acide acétique qui va revenir selon un mécanisme de type SN2, attaquer ce carbone en position 3. Vous allez avoir un basculement de cette liaison en position 5-6, et de manière concomitante, eh bien une coupure de la liaison carbone-oxygène, et vous allez obtenir la fonction alcool primaire en position 19. Donc c'est vraiment très intéressant pour avoir accès à des dérivés dans ce cadre-là. Et ce qui est aussi intéressant, vous pouvez le voir, ce sont des réactions qui sont efficaces en termes de rendement et qui peuvent être montées en échelle. Alors, du point de vue du mécanisme, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, une fois qu'on a fait la réaction de solvolyse, on voit une chose qui est très importante. On voit le CH3 et la fonction alcool, bien sûr, qui sont du même côté. On a le traitement avec le tétraacétate de plomb. Donc, on va faire une réaction au change de ligand, on va faire ce premier intermédiaire. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va avoir une réaction de coupure homolytique de cette liaison oxygène-plomb pour conduire à la formation de ce radical alkoxy. Et dès que le radical alkoxy est fait, eh bien, on a un mécanisme de type 1,5 HAT, hein, c'est-à-dire qu'on va avoir un mécanisme d'arrachement 1,5 de cet hydrogène pour conduire à la formation de maintenant ce radical primaire centré sur ce carbone ici, qui va se recombiner avec le radical centré sur l'acétate de plomb pour donner maintenant ce nouvel intermédiaire avec cette liaison carbone-plomb. Alors, la suite, eh bien, c'est un réarrangement qui a lieu, qui va être assisté par un dégroupement acétyl qui est sur l'atome de plomb. Donc, on va avoir la coupure de cette liaison oxygène-hydrogène, et l'oxygène va venir attaquer le carbone qui porte l'atome de plomb, un départ nucléofuge d'un diacétate de plomb pour conduire à la formation, comme vous pouvez le voir ici, du système tétrahydrofuran. Donc une réaction qui est très importante, hein, je le rappelle, et qui permet de faire quelque chose pas simple à faire par d'autres méthodes. Alors, toujours maintenant sur des modifications chimiques qu'on peut attendre d'un système stéroïdique lorsqu'on a, par exemple, au niveau du cycle A, une cétone alpha-bêta insaturée et qu'on souhaite maintenant modifier cette position 6, eh bien, c'est faire des réactions tout à fait classiques. On va prendre cette cétone alpha-bêta insaturée, on va la traiter dans du THF à température ambiante, en présence d'un acide de Bronsted, mais surtout en présence de formiate de triéthylformiate, et on va former l'énol correspondant à cette cétone alpha-bêta insaturée qui va être piégée sous forme d'un éther d'énol. Et ensuite, eh bien, avec cet éther d'énol, on va pouvoir faire des réactions en utilisant, comme c'est le cas ici, un réactif électrophile. Hein, c'est le réactif de Filsmeyer, hein, qui a été synthétisé in situ avec POCl3 dans du DMF. Et ce réactif de Filsmeyer, eh bien, c'est un excellent réactif de formulation électrophile qui va permettre eh bien, d'introduire en position 6 ce groupe formyle. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, ce dérivé avec ce groupement formyle en position 6 va être traité par NaBH4. Donc, dans un premier temps, on va réduire le formyle en alcool primaire correspondant. Et ensuite, on va traiter le milieu réactionnel par HCl, qui va conduire à la déshydratation de cet alcool primaire en double liaison exocyclique, avec bien sûr simultanément l'hydrolyse de l'éther d'énol de départ pour conduire à cette cétone alpha-delta insaturée avec ici cette double liaison exocyclique. Alors,
C'est un composé très stable, on peut faire de la chimie, hein, si on souhaite faire des modifications ici, par exemple faire des réactions d'époxydation, ouvrir l'époxy, donc il y a une chimie qui est très riche, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas facile de faire une isomérisation exo-endo pour ces liaisons, et comme vous pouvez le voir, eh bien, les auteurs ont dû utiliser une réaction palladium-catalysée en utilisant du palladium sur charbon dans l'éthanol à reflux, bien sûr sans hydrogène, autrement on aurait eu une réaction d'hydrogénation, ce qui leur a permis de réintroduire la double liaison en position 6-7, et ce composé est un principe actif qui est utilisé comme agent contraceptif. Alors, pour continuer aussi, lorsqu'on a une cétone alpha-bêta insaturée, eh bien, c'est tout ce qui concerne les réactions de déconjugaison. Donc ça, c'est des choses qui ont été largement utilisées dans la littérature. Et là aussi, on peut faire quand même pas mal de choses. Et l'exemple que vous avez sous les yeux, eh bien, cette cétone alpha-bêta insaturée va être traitée par du TBUOK dans le carbétanol. Donc, on va faire l'énolate correspondant ici à un système diénique, et cet énolate correspondant, qui va être bien sûr l'énolate thermodynamique, va ensuite être protoné dans des conditions cinétiques, et on va protoner l'énolate de telle manière à obtenir non pas l'acétone alpha-bêta saturé d'origine, mais l'acétone bêta-gamme saturé, et c'est très stable. Il n'y a pas de reconjugaison immédiate, et ce produit d'ailleurs a été recristallisé, ce qui permet de faire de la chimie à la fois sur le groupement carbonyle en position 3 et aussi faire de la chimie aussi bien sur la position 5-6 que, comme on le verra un tout petit peu plus tard, sur la position 7. Alors, vous avez un autre exemple où on va maintenant faire un petit peu de chimie sur la position 3. Donc là, on a choisi un énantiomère non naturel d'un dérivé de la testostérone qui va être traité par cette hydrure d'étain désactivée. Et là, on a pour le carbonyle en position 3 une réduction en alcool qui est totalement diastérosélective. Donc, on va avoir la fonction alcool en position équatoriale. Si maintenant vous souhaitez avoir la fonction alcool en position axiale, eh bien c'est tout simple, il suffit de prendre des hydrures type L-sélectride, et si la diastérosélectivité est, disons, améliorée, il faut mieux prendre dans ce cas-là alors le K-sélectride. Donc vous voyez des réactions qui sont intéressantes une fois qu'on a fait cette réaction de déconjugaison, on travaille sur le carbonyle. Alors on peut aussi bien sûr travailler maintenant sur la double liaison, on peut l'époxyder, il y a tout un tas de choses qui peuvent être faites, mais on peut avoir accès maintenant à la position 7. Donc la position 7, ce sont des CH2 qui sont allyliques, donc c'est toute une réaction de l'oxydation des positions allyliques, et on verra juste après l'oxydation des positions benzyliques, ça nous ferait la même chose. Donc on pense tout de suite aux travaux qu'a fait il y a un certain temps Barry Sharpless avec l'oxyde de sélénium. Mais ce qui est très populaire en série stéroïde, eh bien, c'est l'utilisation du complexe oxyde de chrome diméthylpyrazole qui permet dans un premier temps d'obtenir l'alcool allylique. Et comme vous avez mis, et ce qui est le cas ici, un très large excès d'agents oxydants, on a directement la cétone alpha-bêta insaturée, et là aussi ça permet, disons, de faire pas mal de chimie. Alors, on vient de voir en quelque sorte différentes choses qui sont sur des stéroïdes dans lesquels le cycle A était non aromatique. Maintenant, on va revenir un petit peu à des dérivés qui sont aussi importants. Donc, c'est tous les dérivés de type estradiol, estrone. On a bien sûr un cycle A qui est aromatique. Alors là, en discutant avec mes collègues d'Application Pharma, on a essayé de trouver un exemple qui est pertinent, hein, qui disons, représente un petit peu ce qu'on a fait, disons, pour nos clients dans cette série sur les stéroïdes. C'est comment introduire sur un motif estradiol un substituant en position 7 avec une stéréochimie qui soit alpha, c'est-à-dire un substituant qui soit en position équatoriale. Alors, comme vous allez le voir, il y a un certain nombre de choses qui peuvent être faites. Et là, sur cet exemple, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on voit que si on veut rentrer quelque chose ici, il n'y a pas d'élément qui va nous permettre bien, de fonctionnaliser proprement cette position 7. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord oxyder le carbone en position 6 en cétone correspondante, et ensuite faire une réaction d'alkylation en alpha d'un carbonyle de cétone. Donc, ce qui est décrit ici, donc il y a deux façons de s'y prendre. Une fois qu'on a convenablement protégé l'estradiol, eh bien, on va utiliser les superbases de Schlosser. Donc, on combine butylithium TBOK. On a une base très forte qui va venir arracher l'hydrogène en position 6.
Cet anion va être piégé ici par le triéthylborate. On va obtenir intermédiairement ce qu'on appelle un borine. Donc c'est un intermédiaire du bore dans lequel on n'a qu'une seule liaison carbone-bore qu'on va pouvoir traiter par de l'eau oxygénée pour insérer un atome d'oxygène entre l'atome de carbone et l'atome de bore. Et ensuite, après hydrolyse, on a la fonction alcool qui va être oxydée en dérivés carbonylés. Et là, on va pouvoir utiliser une autre stratégie qu'on vient de voir, c'est la combinaison chrome diméthylpyrazole. Et on avait discuté des oxydations allyliques. Maintenant, on vient avec les oxydations basyliques qui sont, disons, du point de vue mécanisme, très proches. Alors une chose qui est importante, et c'est là qu'on voit que ces bases de Schlosser sont des bases qui sont très différentes en termes de comportement par rapport, par exemple, au butylithium seul, parce que dans ce cas, si vous aviez utilisé du butylithium seul, eh bien vous auriez ici une réaction d'orthométallation, et le groupement THP, qui est un groupement protecteur, aurait joué un peu le rôle de groupement orthométallant, et ce qu'on va voir par la suite avec le groupement MOM. Alors, une fois bien sûr qu'on a fait cette oxydation dans cette position 6, on va rentrer de manière très efficace un substituant en position 7 avec la bonne diastérosélectivité. Donc, répralone, quand on fait les énolates correspondants, on a souvent, quand on utilise des électrophiles, eh bien, beaucoup de réactions, non pas de C-alkylation qu'on souhaite, mais de O-alkylation. Et Negishi a très très bien résolu le problème en faisant la chose suivante, et là les auteurs ont bien suivi ce qu'avait décrit Negishi il y a quand même pas mal de temps, c'est qu'effectivement ils ont fait l'énolate potassique, et avant d'ajouter l'électrophile, qui est ici l'udure-d'allyle, eh bien, ils ont traité cet énolate potassique par le triéthylborane, et ils ont formé cet anion un peu particulier qu'on appelle quelquefois énoxyborate de potassium, et c'est un énolate qui ne conduit uniquement qu'à de la C-alkylation, on n'a pas de O-alkylation et on n'a pas de polyalkylation. Alors, ça a, disons, fonctionné de manière correcte dans ce cas-là. Le rendement est tout à fait correct, mais bon, je pense que ça pourrait être là aussi amélioré. Alors maintenant, le carbonyle nous a aidé à avoir un accès diastérosélectif à la position 7. Maintenant, il faut faire disparaître. Eh bien, on va réutiliser une fois de plus la chimie des hydrosilanes. Donc là, on est en présence d'un large excès de triéthylsilane. On a utilisé cette fois-ci un acide de Lewis. Donc l'acide de Lewis, en l'occurrence l'éthérate de BF3, va venir complexer l'oxygène, on va former un oxonium. Et l'oxonium, bien sûr, va être réduit par le triéthylsilane. On obtient l'alcool correspondant in situ. Retour de l'éthérate de BF3 qui va activer l'alcool, former le carbocation benzylique, et ce carbocation benzylique va être réduit par le triéthylsilane, ce qui permet d'avoir le composé souhaité. Et là aussi, les rendements sont tout à fait corrects. Alors, un problème qui est maintenant récurrent sur ce type de structure, donc là on avait regardé un peu des structures de type estradiol, on va revenir maintenant à des structures de type estrone, c'est tout simplement de la chimie aromatique classique avec les réactions de substitution électrophile aromatique avec des électrophiles comme par exemple Br+, via la N-bromosuccinylamine. Et ça c'est un problème qui est toujours pas résolu dans la littérature, c'est à partir par exemple de l'estrone, si vous souhaitez introduire de manière totalement sélective un atome de brome en position Dieu, eh bien, quelles que soient les méthodes que vous utilisez, vous aurez toujours des mélanges. La position 2 est certes la plus réactive, mais vous aurez un peu de position 4 de bromé et vous aurez, disons, aussi du produit dibromé. Alors ça, c'était solutionné avec ce qu'on a évoqué à l'instant, eh bien, c'est d'utiliser un groupe orthométallant. Donc dans ce cas-là, on va protéger le carbonyle de l'estrone en position 17, on va implanter au niveau du phénol eh bien, un groupement MOM. Donc, c'est à la fois un groupement protecteur et aussi un groupement orthométallant. Et on va traiter ce composé par un excès de sec-butyl-lithium. Et on aura uniquement la déprotonation en position 2. Et ça, c'est très, très efficace. Et on peut utiliser n'importe quel type d'électrophile qui viendra se positionner dans cette position 2. Donc, c'est vraiment, dans ce cadre-là, une réaction qui est très régiosélective
sélective et très efficace. Vous voyez l'exemple qu'on a choisi dans la littérature, quasiment 90% de rendement sur des échelles de 20 grammes. Et quel que soit l'électrophile qui peut être entré, donc on n'a pas voulu, disons, en dire plus sur une réaction telle qu'elle est présentée ici est très efficace. Alors maintenant, vous allez me dire, bah oui, mais moi, ce n'est pas la position 2 qui m'intéresse, mais c'est la position 4 qui est la moins réactive. Eh bien là, c'est pareil, il y a eu des choses qui ont été très élégantes, qui ont été publiées dans la littérature, hein. On est un petit peu dans le domaine, en quelque sorte, des groupements protecteurs. Et bien, si vous avez une fonction qui vous ennuie, vous la protégez. Et bien là, c'est à peu près le même discours. On a une position qui est très réactive, mais elle nous ennuie, c'est pas celle-ci qu'on veut atteindre. Et bien, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, les auteurs ont pris ici l'estrone, ils l'ont traité dans des conditions de Friedel-Crafts, mais dans le registre alkylation de Friedel-Crafts, et en utilisant dans du dichlorométhane, de l'éthérate de BF3, du terbutanol, on va former in situ le carbocation terbutylique qui va venir de manière très efficace se positionner en position 2, et vous aurez dans ce cadre-là pas de produit de polyalkylation, donc ce qui est quand même, disons, tout à fait intéressant. Et une fois que vous avez protégé ici cette position 2, eh bien, vous allez pouvoir, en utilisant ces conditions opératoires qui sont vraiment très intéressantes, et du point de vue mécanisme, pour des raisons de temps, je ne vais pas pouvoir, disons, en dire plus, mais si vous êtes intéressé par ce type de formulation qui permet d'avoir une formulation de type Filsmeyer-Hack, mais dans des conditions bien plus douces, vous pouvez vous référer à cet article qui détaille bien le mécanisme de cette réaction. Donc, qu'est-ce qu'on fait globalement? On utilise de la trétylamine, des sels de magnésium et un large excès de paraformaldéhyde. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, d'abord, on va faire un phénolate de magnésium, et le magnésium va pouvoir diriger dans un premier temps la formulation dans cette position 4. Alors, on passe par un alcool benzylique qui ensuite est oxydé par l'excès de formaldéhyde qui lui-même va être transformé en méthanol. Alors, quelquefois, ça pose des problèmes parce qu'il y a des réactions secondaires qui sont liées au méthanol qui est formé in situ. Mais vous voyez là, les auteurs ont pu avoir un rendement tout à fait correct en produit escompté sur une échelle qui est de l'ordre de 2 grammes. Alors ensuite, c'est comme les groupements protecteurs, une fois qu'on les a mis, eh bien, il faut les enlever. Alors, pour l'enlever, c'est relativement simple. On se place dans un mélange dichlorométhane, nitrométhane, et on rajoute un large excès d'un acide de Lewis, en l'occurrence le trichlorure d'aluminium. On va former ce qu'on appelle un pication, et on va faire un pic complexe, et ce pic complexe eh bien, va permettre la libération du groupement terbutyl ici sous forme de carbocation terbutylique, et on a in fine le produit souhaité. Et ça, c'est très intéressant parce que dernièrement, il y a des gens qui ont pu, par exemple, dans cette position-là, faire de la fluoration électrophile. Donc, c'est vraiment une stratégie de protection de la position la plus réactive qui est très intéressante. Alors maintenant, on va passer au dernier transparent, qui est aussi des choses qu'on a pas mal pratiquées au sein d'Atlanchim Pharma. Ce sont tout ce qui concerne sur des structures de type estrone, eh bien une réaction cette fois-ci de déshydrogénation de cette position 9-11. Et pour ça, eh bien, on utilise du DDQ. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, entre le DDQ et votre substrat, il y a un complexe qui va se former. Et une fois que le complexe est formé, il y a ce qu'on appelle un transfert d'hydrure sur DDQ qui va conduire à la formation de ce fameux carbocation très stable qu'on a vu à plusieurs reprises. Réaction d'élimination de l'ion H+, qui va permettre ici de positionner une double liaison sur le carbone 9 et 11. Et ça permet de manière très efficace, comme on l'a vu au tout début de cette présentation, eh bien, comme dans le cas que vous avez sous les yeux, de faire des réactions d'hydroboration qui permettent de faire des fonctionnalisations en position 11 et qui sont des réactions qui sont, je le rappelle, totalement diastérosélectives dues à la présence du groupement méthyle sur la face bêta, et là le méthyle est en position 13. Donc voilà ce que je voulais, ce qu'on souhaitait au niveau d'Atlanchim Pharma vous présenter. Donc en guise de conclusion, eh bien, ça reprend tout ce qui a été fait par mes collègues chimistes ici dans la chimie des stéroïdes, hein, et ceci maintenant depuis plus de 15 ans. Donc il y a toute cette expertise qu'on peut avoir en interne et ce savoir-faire qu'on a sur à la fois la préparation de stéroïdes marqués. Donc on a pu publier vraiment qu'un petit
fragments de nos travaux. On a aussi acquis, et les chimistes ont acquis une forte expertise dans tout ce qui est à la fois synthèse de stéroïdes, modification de stéroïdes, et aussi quelque chose qui est vraiment très propre à notre société, c'est tout ce qui concerne l'introduction de motifs acides glucuroniques sur ces stéroïdes et d'ailleurs sur d'autres molécules. Et ça, c'est quelque chose qui est jamais simple. Et au niveau d'Atlanchin Pharma, on a dans ce domaine là aussi une bonne pratique à travers tout ce qu'on a pu faire depuis toutes ces années. Alors, pour terminer, je ne pourrais pas terminer sans remercier tous mes collègues d'Atlanchin Pharma, dont vous avez ici les photos. Je les remercie à la fois pour toutes les discussions qu'on peut avoir, tous les échanges qui sont toujours très intéressants, toujours très agréables, les beaux moments qu'on passe aussi lors du point scientifique du lundi après-midi, et ça c'est vraiment des choses qui sont très intéressantes. J'aimerais aussi les remercier pour tous les retours, tous les conseils que j'ai pu avoir pour vous présenter ce séminaire sur la chimie des stéroïdes. Bien sûr, je remercie aussi Aurélie et Marie-Amélie pour l'organisation de ce séminaire. Et à titre personnel, j'aimerais remercier Joanne Leblanc, qui a été la première personne qui a pu, disons, corriger et commenter mon premier jet de cette présentation. Donc voilà un petit peu ce qu'on souhaitait aujourd'hui vous présenter. Bien sûr, on est prêt à répondre à toutes les questions que vous auriez dans ce domaine et vous avez la possibilité via ce qui est indiqué ici sur votre écran de poser vos questions à l'écrit. Ensuite, je pourrais disons, amener une réponse. Et si toutefois nous n'avions pas le temps, n'hésitez pas surtout à nous contacter. On sera un plaisir de répondre à vos interrogations. Voilà. Bien écoutez, en tout cas, merci et on est prêt à répondre donc à ces questions. Alors j'ai tout un tas de choses sous les yeux. Alors je vais lire les questions. Alors j'ai une première question, on me demande, avez-vous une idée de la stabilité d'une double liaison entre la position 8 et la position 9? Alors si on regarde cet aspect position 8, position 9, donc on est dans une situation ici, alors en général, dans la chimie des stéroïdes qu'on a pu voir, il y a quelquefois des possibilités effectivement d'avoir une double liaison dans cette position, puisque dans certains cas, on voit des exemples dans la littérature où elle a été époxydée. Mais comme vous l'avez vu dans la présentation, il y a souvent quelquefois des problèmes d'isomérisation en position qui est la position 9-11, donc la position exocyclique. Et ça dépend, c'est vraiment très dépendant de la nature du stéroïde, parce que on pense que ces problématiques d'isomérisation sont dues à la rigidité du système, et c'est très dépendant si vous avez un cycle A aromatique ou non aromatique, et quels sont les substituants quelquefois aussi en position 17. Et il n'y a pas de, je pense, de règle générale. Alors, avec un cycle non aromatique, alors je lis ce qui vient d'être dit, avec un cycle non aromatique. Je sais que nous, on a eu des cas au laboratoire où la position 8-9 a été occupée par une double liaison. Cette double liaison, effectivement, a pu être époxydée. Donc là, on n'a pas eu trop de problèmes. Alors, par contre, l'époxyde qui est formé est relativement fragile, puisqu'il y a une hydrolyse qui est souvent possible. On le voit souvent dans la littérature, du fait effectivement de la formation d'un carbocation en position 9 qui est très stable, un tertiaire et benzylique. Alors j'ai une autre question qui concerne peut-on fonctionnaliser le mictyle en position 18 comme celui de la position 19? Alors effectivement, oui, on peut le modifier de la même façon. Alors par contre, si on revient un petit peu à la question qui a été posée, donc nous ensemble, on a vu une modification de la position 19, et est-ce que le pendant est vrai avec la position 18? Alors comme vous l'avez vu, il faut être dans un cadre qui est bien précis, puisqu'on a fait une réaction de type 1,5 HAT. Alors
pour avoir la même chose. Et il y a un exemple d'ailleurs dans la littérature où les auteurs ont utilisé ici en position 20, ils ont mis un carbonyle. Et le carbonyle, ils l'ont traité en milieu aqueux de telle manière à avoir l'hydrate de carbonyle. Et si vous avez un hydrate de carbonyle ou tout simplement une fonction alcool, eh bien vous êtes dans la même situation qu'on a vu tout à l'heure, puisque si vous mettez ici vous rajoutez ici à la place de ce carbone un oxygène, eh bien vous êtes typiquement dans la même configuration, c'est 1, 2, 3, 4, 5, et vous allez pouvoir effectivement activer ce méthyle 18. Et de mémoire, ce qui a été utilisé, c'est pas du tétraacétate de plomb, mais c'est un iode hypervalent, et je crois que c'est du diacétate d'iodobenzène, et ils arrivent à des résultats très proches de ce qu'on a vu ensemble. Donc, je regarde au niveau des questions. Alors, peut-on aussi passer par la cyanhydrine euh, pour effectuer un transfert de CN en position 18? Alors, c'est-à-dire que il faudrait qu'en position 18, on introduise un groupe en cyanure de telle manière à avoir un CH2 cyanure, si j'ai bien compris. Alors, le problème qui se pose, c'est qu'il y a eu certains auteurs qui, en position 18, avaient la situation suivante. CH2I, et il s'est avéré que dans ce cas-là, le dérivé iodé, ils avaient beaucoup de mal à le déplacer par un nucléophile. Et la solution qu'ils avaient trouvée, c'était de faire une activation mode par un sel d'argent pour avoir le côté halogénophile. Mais ils ont eu quand même pas mal de mal, et c'est pour ça d'ailleurs, sur les mêmes travaux, où ils ont implanté ici, à la place de ce carbone, une fonction alcool pour d'abord faire le déplacement de l'iode de manière intramoléculaire et ensuite pouvoir fonctionnaliser la position souhaitée. Mais je sais que c'est pas très facile en position 19. Alors là, maintenant, on me pose la question concernant une quid de la fonctionnalisation en position 15 et en position 16. Alors là, ça c'est des choses qui sont bien plus faciles lorsque vous avez des composés de type cétone ici, hein. Donc ça c'est toute la chimie qui a été développée en particulier par la chimie du sélénium. Donc on passe tout de suite aux travaux de Grieco. Donc pour former une insaturation ici, eh bien il faut alkyler l'acétone par un dérivé sélénié. Ensuite, on oxyde le dérivé sélénié en sélénoxyde, et là, on a une élimination spontanée. Aussi, on peut utiliser, et il y a eu certains cas en particulier, cette fois-ci pour le cycle A, mais je pense que ça devrait fonctionner de la même façon avec le cycle D, c'est d'utiliser le réactif DBX. Il faut savoir que le réactif DBX n'est pas seulement un agent oxydant des alcools en dérivés carbonylés, mais ça peut être aussi un excellent réactif de déshydrogénation des cétones, hein. Et si on se réfère en particulier aux travaux de Nicolas Hu, hein, qu'il a publié dans les années 2000-2003, je crois que c'était un JAX, et ça marche là aussi très bien. Je pense que ça pourrait être utilisé. Mais là, il n'y a pas de souci pour, disons, faire une réaction de déshydrogénation pour avoir une double liaison effectivement en position 15-16. Alors, je regarde le fil des questions. Il y a quelqu'un qui me demande le mécanisme de formulation. Donc, j'ai le nom de ces personnes et on se fera un plaisir de lui envoyer toute la littérature à ce sujet, hein. Donc, là, on passe, quand on regarde bien le mécanisme, hein, c'est un mécanisme qui est assez surprenant. Alors, je vais y revenir. C'était vers la fin de ma présentation. Donc, c'était dans les derniers transparents. Donc, ça devait être celui-ci. Alors, ce qui se passe ici, on fait un phénolate de magnésium. Ensuite, ça permet de transférer du formaldéhyde ici. Donc, on forme un CH2OH et on a une réaction d'élimination et on conduit à une cétone dans cette position et une double liaison carbone-carbone. Et c'est là
qu'on a quelquefois avec le méthanol qu'on forme in situ des produits non souhaités. Mais effectivement, je pourrais envoyer le mécanisme à la personne qui vient de me le demander. Alors j'ai une autre question qui concerne les stéroïdes commerciaux, médicaments inclus, ont quelle origine? Alors quand on regarde bien la littérature, on se rend compte que historiquement, hein, pour obtenir des stéroïdes, je crois dans 90% des cas, c'était la fameuse dégradation de Marker hein, qui avait été, disons, mise au point dans les années 50, hein, cette grande épopée de la chimie des stéroïdes. Et dans ce cadre-là, les gens utilisaient comme produit de départ de mémoire, c'est la géosmine. Donc on faisait une dégradation en 4 étapes de la géosmine et on avait un intermédiaire ensuite qui a pu être utilisé pour pas mal de stéroïdes. Et à l'heure actuelle, ce qui est très utilisé, eh bien, c'est toutes les techniques de biotechnologie, hein, où on arrive, par exemple, je sais que c'est le cas de la cortisone, hein, on a pu modifier génétiquement de la levure de boulanger pour lui faire comment produire de la cortisone. Alors, je crois que la cortisone, j'ai lu ça en faisant cette préparation, la production mondiale est à peu près de 100 tonnes. Hein, et j'ai vu dernièrement que dans les pharmacies en France, on était quasiment en rupture de stock de composés de type corticoïde. Donc, faudra faire travailler, je pense, les levures pour augmenter un petit peu les stocks qu'on peut avoir chez nos pharmaciens. Alors, je vais continuer. Alors, sachant que nous avions qu'une heure à disposition, je pense que je suis arrivé à la fin des questions qui m'ont été posées. Donc, si vous souhaitez nous interroger sur cette chimie des stéroïdes, si vous souhaitez avoir des compléments d'information, aussi bien sur les choses qui ont été présentées, ou si vous avez des questions concernant tout ce qui est modification, synthèse de stéroïdes, on sera bien sûr avec Julien un plaisir de vous répondre personnellement. Et je crois qu'on va s'arrêter là puisque je crois que l'heure est, est passée. Et en tout cas, écoutez, merci pour votre écoute et à la prochaine fois. Donc il y aura un nouveau séminaire, je pense, courant octobre. En tout cas, merci à tous et bonne fin de journée.